Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Oui, c'est vrai que c'est un film dont on sent que la fabrication, la maturation a été très compliquée, ne serait-ce que dans les rapports du réalisateur Bong Joon-ho avec le studio, la Warner. Il y a eu beaucoup de difficultés, même au moment de la sortie. Il a été repoussé plusieurs fois. On sent que ça a été conflictuel. D'ailleurs, c'est un film qui n'a pas été extraordinairement bien reçu, il faut le dire aussi, parce que la réputation était créée comme quoi ce film avait été l'objet d'une maturation difficile, donc il était presque déjà jugé dès le départ. Or, moi je trouve qu'il est quand même très intéressant, que Bong Joon-ho c'est un cinéaste parmi les plus importants actuellement, et que il faut le voir comme l'une de ses tentatives. Il est le réalisateur de nationalité coréenne, c'est sud-coréenne. Et il a plusieurs fois essayé de faire un pas vers la fiction à grand spectacle, les productions internationales, Hollywood notamment, tout en conservant quelque chose de très caractéristique de ce qu'a pu être le cinéma dans les années 60-70, un esprit frondeur, un regard très critique, très satirique sur l'ordre des choses et même sur l'Amérique, ce qui aussi explique en partie ces rapports probablement difficiles avec les studios. Il faut dire, comme l'a rappelé Jean-Paul, qu'il sortait d'un énorme succès, Parasite, le film Parasite, qui a eu la Palme d'Or en 2019, qui a eu je ne sais combien d'Oscars, et qui a beaucoup marché en salle un peu partout dans le monde. Et que il y a cet étonnant statut aujourd'hui de Bong Joon-ho qui a à la fois un pied en Corée, un pied à Hollywood, et qui essaye de conserver un regard satirique, une force d'expression sur le monde contemporain. Pour le présenter rapidement, Bong Joon-ho, on l'a découvert au début des années 2000. Il a commencé à tourner des films à la fin des années 90. On l'a découvert en France avec son deuxième long métrage, Memories of Murder, qui était un polar sud-coréen qui avait la particularité d'être assez peu conclusif, une sorte de traque à la Zodiac d'un serial killer dans une petite ville de province par des policiers assez incompétents dans la période des années 70-80, et c'est quelqu'un qui a tout de suite marqué par son style. Il a été contemporain d'une découverte du cinéma sud-coréen en France, en tout cas d'une plus large exposition du cinéma sud-coréen. C'est le moment où on découvre un petit peu que la Corée est on le savait, mais il y a de plus en plus à ce moment-là, au début des années 2000, de films coréens qui sortent en France. On prend acte d'une génération de cinéastes très intéressante qui est en train de fleurir à ce moment-là. Bong Joon-ho en fait partie et devient vite une sorte de chef de file de par sa capacité d'abord à s'exprimer dans un langage populaire qui est celui des grands genres cinématographiques. On découvrira, on se rendra compte que le cinéma sud-coréen est lui-même constitué en grands genres populaires, alors le polar, la comédie, etc. Il y a plein de choses. Il y a des traditions de films de genre, et Bong Joon-ho est quelqu'un qui arrivait dans cette forme qui était le polar à avoir à la fois un récit très emballant, très dynamique, capable de se renouveler en permanence, et en même temps un vrai regard critique sur ce qu'ont pu être les années de la dictature en Corée. C'est ce moment-là où se déroulait Memories of Murder, et puis dans ses films suivants, notamment The Host, qui a fait aussi beaucoup parler de lui, qui était un film de monstre, un film un genre typiquement extrême oriental, du film de monstre géant qu'il a réendossé à sa façon dans une sorte d'histoire familiale et de traque entre le monstre et encore une fois une famille de bras cassés, et il arrivait cette fois à mener aussi une sorte de critique de la mainmise des États-Unis sur la Corée, cette influence économique et politique qu'il dénonçait à travers ses films. Donc quelqu'un qui
voilà, qui arrivait à tenir entre ses mains deux pôles du cinéma, un pôle plutôt populaire, celui du cinéma de genre, et une critique par l'usage de la satire, par des portraits de personnages, souvent des bras cassés, par une sorte de dessin de la maladresse et d'aventure comme ça, tout à fait étonnante, où le grotesque, la comédie, l'humour, l'aventure prenaient part d'une façon tout à fait étonnante. Ceux qui ont vu Parasite parmi vous, j'imagine qu'il y en a, ont pu voir que là c'était le genre du film de maison, qui est sur les maîtres et la domesticité, qui est vraiment une tradition du cinéma coréen depuis The Housemaid de Kim Ki-young. Donc voilà, encore une fois, le cinéma de genre était présent. Et puis Bong Joon-ho, c'est aussi quelqu'un qui a essayé d'aller tourner comme ça, de se mesurer au système américain, à des grandes productions internationales. Il y a eu Le Transpersonnage, il y a eu Okja aussi, qui était un film Netflix. Et puis il y a ce Mickey 17, voilà, qui est aussi un film très étonnant qu'on va découvrir dans quelques instants. Et puis, mais simplement pour vous dire que à chaque fois que Bong Joon-ho fait un pas hors de son pays, hors de la Corée, les films sont plus durement reçus. On sent que c'est quelqu'un qui se confronte beaucoup au système de production, notamment dans ce qu'il peut avoir dans ses productions internationales, américaines, etc. Il essaye d'insuffler comme ça du mordant et un côté assez, cynique, satirique à ses fictions. Et voilà, dès que c'est des films tournés à l'extérieur, on les dit un peu plus inégaux, un peu plus maladroits, peut-être un peu plus torturés de l'intérieur, moins convaincants, etc. Et c'est vrai que ce sont des films assez impurs, assez étonnants, mais moi je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de ressources et qu'il y a ce talent de Bong Joon-ho de pouvoir se refondre et de pouvoir s'adapter comme ça à d'autres contextes de production. Mickey 17, c'est un film de science-fiction, c'est une sorte de fable qui brasse beaucoup d'éléments et je trouve c'est en cela que le film est passionnant. En imaginant comme ça une conquête spatiale et puis ce qui est le principe du film, c'est-à-dire la duplication d'un être humain. Je vous laisse le découvrir, je ne dévoile pas grand-chose, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est un film qui arrive par le motif de la conquête spatiale, par encore une fois, ce traitement qui était celui de Parasite, hein, ce thème qu'on retrouve souvent chez Bong Joon-ho, qui est la lutte des classes. Voilà, c'est un cinéaste qui met beaucoup en scène les conflits entre les différentes catégories sociales. Eh bien, il arrive à embrasser par ce récit spatial, ces motifs qui sont ceux de la science-fiction, du film d'anticipation, beaucoup d'éléments de notre réalité contemporaine, à tel point que le film a été tourné il y a maintenant un peu plus de 2 ans, à tel point que, vous le verrez, Bong Joon-ho a imaginé dans ce film des images, des scènes qui font d'une manière quasiment prophétique référence à notre présent et à des choses qu'on a vues, que ce soit dans la politique américaine, mondiale, etc. Vous allez voir, c'est extrêmement frappant. Et notamment sur le Trumpisme qui est revenu au pouvoir. Le film, et pas seulement Trump, mais aussi avec son nouveau bras droit Elon Musk, tout le monde de la tech et du transhumanisme qui se mélange un petit peu là-dedans. Il a vu des choses et le film est une espèce de grande pochette surprise à remobiliser et à réinvestir des images de notre présent. Voilà, donc je vous laisse découvrir ça. Souvent la science-fiction c'est une sorte de fable et là on va voir un petit peu à la fin du film comment elle se dessine et il y aura comme à chaque fois le temps de la discussion. Voilà, donc bon film et puis à tout à l'heure, on se retrouve juste après. Je vais reprendre un peu ce que j'ai donné, quelques-uns des éléments que j'ai donnés en introduction, pour voir à peu près, essayer de comprendre un peu mieux de quoi ça parle, ce Mickey 17, et en essayant de le replacer un peu dans la filmographie de Bong Joon-ho. On avait parlé de certains de ses films auparavant. Et voilà, je dirais qu'un des grands sujets, un des grands thèmes qui se dégage de l'œuvre de Bong Joon-ho, qui commence à avoir
20 ans de recul maintenant, à peu près, ce serait quelque chose comme le fascisme. Qu'est-ce que c'est qu'un totalitarisme, un fascisme? À quoi ça ressemble? Quelle forme ça prend? Et comment ça prend le contrôle sur les corps? Je dirais que ça, c'est vraiment quelque chose qui l'a occupé de diverses façons tout au long de sa carrière. On fait un rapide balayage de son œuvre. Memories of Murder, son deuxième long métrage, qui se passait pendant les temps de la dictature coréenne et qui montrait en quelque sorte une enquête, mais sous l'angle des abus policiers, des violences policières en quelque sorte. Donc c'était la question de la violence policière et de l'extorsion d'aveux chez les témoins et de cette brutalité-là qui était au cœur du film. Un peu plus tard, The Host, sur les manipulations scientifiques, génétiques au sein de la rivière Han, la grande rivière qui traverse Séoul, qui avait donné naissance à un monstre biologique, une créature sortie des eaux, et qui était due à la mainmise, à la tutelle des Américains, un laboratoire américain implanté au cœur de Séoul. Donc cet impérialisme qui menait à des aberrations écologiques. Deuxième phase. Troisième phase, je dirais, c'est une première aventure hors de son territoire de Bong Joon-ho, qui a commencé à tourner des films à l'étranger avec Le Transpersonnage, qui était une adaptation d'une bande dessinée où en gros une société futuriste était rassemblée au cœur d'un train qui ne pouvait pas s'arrêter, qui faisait quasiment le tour de la planète, et les divisions du train, des wagons, était dans une sorte de reflet de la société de classe. Donc il y a un autre étage un petit peu dans ce portrait des sociétés totalitaires et des différents visages du fascisme. Okja, son film tourné sous l'égide de Netflix, était en gros une nouvelle fable écologiste, mais je dirais plus animaliste, autour de une petite créature animale avec l'idée de l'exploitation animale qui se profilait derrière. Et là, je dirais avec Mickey 17, on a un peu une sorte de grand mix de tout ça, de rassemblement un petit peu de toutes ces idées dans un film qui est clairement un blockbuster. Alors il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé encore, c'était Parasite, le grand succès de Bong Joon-ho précédemment, qui je pense lui a un peu ouvert les portes de ce film, qui a une économie de blockbuster, c'est-à-dire de film à gros budget, à grand spectacle. Parasite qui montrait l'infiltration par une petite bande d'arnaqueurs dans une grande maison bourgeoise. Et grosso modo, c'est comment on pouvait cohabiter dans un même espace entre la famille qui faisait partie des hautes classes de la société et puis les habitants qui étaient des représentants de cette haute bourgeoisie, et puis en dessous le prolétariat qui se cachait dans les espaces dissimulés, les caves de la maison, etc. Donc on avait à l'échelle d'une maison la représentation quasiment architecturale de la société de classe. Bon voilà, alors ça c'était encore la dernière étape avant d'en arriver jusque-là. Donc dans ce film, on voit bien un petit peu ce qui est le projet de Bong Joon-ho qui se prolonge, qui se continue, et en même temps le paradoxe incroyable qui est le sien au sein d'un studio comme la Warner, puisque bien entendu les Américains, comme ils l'ont toujours fait, vont chercher des talents de par le monde dès qu'ils sentent que quelqu'un est habile comme ça pour mener un récit potentiellement à grand spectacle. Et en même temps, Bong Joon-ho n'a jamais lâché l'aspect critique, l'aspect volontairement mordant et acide de son cinéma, qui vise là au cœur même du système cet étonnant paradoxe d'utiliser une telle machinerie hollywoodienne à grands moyens, à grand spectacle, avec des effets spéciaux numériques, etc., pour, encore une fois, mener de l'intérieur une sorte de
critique de la superstructure, alors du capitalisme bien sûr, mais il faudrait en dire plus, ça va un peu plus loin, avec voilà cette idée qu'on va faire un blockbuster, mais on va pas le faire, un film à grand spectacle, mais on va pas le faire dans les règles qui sont celles du grand spectacle à l'heure actuelle. On va bien sûr chambouler un petit peu tout ça, faire un film qui réinjecte un petit peu tout ce dont le grand spectacle hollywoodien était dépourvu ces dernières années, depuis qu'il a connu une phase d'accroissement avec les super-héros, etc. Beaucoup de projets massifs, l'apport des effets spéciaux numériques ont beaucoup modifié ce qu'était le grand spectacle américain vers une forme de, voilà, je dirais de tout numérique, d'emprise comme ça des effets spéciaux, même d'hygiénisme, qui est devenu un cinéma américain très lisse. Et là, on sent bien que Bong Joon-ho essaye de réinjecter de la matière, du corps, de la trivialité, de la violence aussi, parce que évidemment, c'est des choses que le grand spectacle avait beaucoup expurgées depuis 20-25 ans. Et là, il y a une volonté quand même de faire un blockbuster plutôt adulte, avec des thèmes graves, avec des choses très mordantes, et surtout avec cette idée que le futur, la science-fiction, l'anticipation, qui est souvent une façon de parler d'aujourd'hui, en quelque sorte, mais sous l'angle d'une métaphore futuriste, en quelque sorte. Bon, là, c'est à peu près ce qui se passe. Mais de ce futur qu'on imagine, de cette projection qu'on fait dans un futur, essayer de ramener un peu de la matière, du corps, des substances. Et ça, c'est une des vraies idées du film, je pense, de salir un petit peu, d'apporter de la trivialité, du déchet, et même de l'ordure, un peu dans ce grand spectacle qui était devenu si hygiénique aux États-Unis. Je crois que c'est presque un des projets de Bong Joon-ho ici. Alors, plus précisément, quelle est, je dirais, l'opération principale du film, c'est qui tourne autour de la mort. Bon, la mort qui est ici conjurée par la technologie futuriste qui permet de réimprimer, ça c'est une bonne idée, l'idée de l'imprimante, on peut réimprimer des êtres humains en conservant leur mémoire, et peu importe s'ils meurent, la mort est conjurée par le fait qu'on peut les faire ressortir d'une imprimante. Et tout l'enjeu du début du film, c'est de nous montrer, de nous exposer ce principe avec cette fameuse machine de l'imprimante qui est une bête imprimante 3D en quelque sorte, où on peut faire sortir un corps à partir d'une sorte de bain de magma de substance qui gît en dessous. Ça, c'est l'idée. Elle vient pas de nulle part. Alors bon, déjà le film est adapté d'un roman que je ne connais pas, qui s'appelle Mickey 7, si je ne me trompe pas. Donc je pense que Bong Joon-ho a multiplié un peu, il a augmenté le nombre de versions de Mickey en 17, j'imagine pour les besoins du film. Mais ce principe en quelque sorte de jouer avec les limites de la vie humaine, qui est souvent une façon de toucher aux limites de la fiction en elle-même. Ça a été plusieurs fois fait à Hollywood, c'est quelque chose qui est souvent mobilisé. On pense comme ça dans les façons de faire comme si, en gros, on raturait et on recommençait le récit de l'intérieur. C'est une façon, en relançant comme ça, en conjurant la mort, de relancer le récit de plusieurs façons. Il y avait eu Un jour sans fin, par exemple, qui avait apporté un modèle un peu comme ça dans la comédie, où une même journée se répétait à l'infini. C'est une façon un principe de réitération à l'intérieur même de la fiction. Il y avait eu, il n'y a pas longtemps, Edge of Tomorrow, un film d'action avec
Tom Cruise, qui partait du même principe. À chaque fois que le héros mourait, on recommençait un peu comme dans un jeu vidéo à partir de ce point-là. Et puis, on peut dire aussi que dernièrement, dans le grand spectacle hollywoodien, l'idée du multivers avec les super-héros, voilà, toutes ces versions d'eux-mêmes qui peuvent se remodeler, se recomposer, ça part un peu du même principe. Mais il faut dire tout de suite, quand on a dit ça, que jouer avec la mort dans la fiction, c'est quelque chose qui est à double tranchant, hein. Souvent, l'expérience de la mort a longtemps été une limite fondatrice de la fiction, à partir de laquelle le récit trouvait sa crédibilité. Si un héros meurt, c'est un principe intangible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas surmonter, c'est une espèce de limite du récit. Et à partir du moment où Hollywood a commencé à jouer avec ce principe de la mort, il a imposé une super plasticité au récit où tout à coup, la mort ne voulait plus rien dire. Dans le grand spectacle avec les super-héros qui sont immortels, ça n'a plus aucun sens. Et tout à coup, les héros sont devenus des espèces de figures presque de pâte à modeler qu'on pouvait réinventer à chaque scène, remodeler, refaçonner, etc. Et voilà, une sorte de limite anthropologique qui avait été dépassée. Et ici, ce qui est très intéressant avec ce qu'en fait Bong Joon-ho, c'est qu'il y a deux choses avec cette idée de mort conjurée. D'abord, elle fait partie du système critique du film, hein. Évidemment, c'est une invention technologique qui est liée à un état de la technologie avancée que Bong Joon-ho met en scène en le tournant un peu en dérision. Déjà par la bête idée de cette imprimante qui est presque une sorte d'orifice par lequel le corps de ce pauvre Mickey est recraché de nombreuses fois, réimprimé avec même des petits bugs dans la machine qui font qu'il y a des hoquets comme ça quand le corps ressort. Donc c'est très trivialisé. Et surtout, dès les premières fois où ce principe nous est montré, il n'y a aucune fétichisation de la technologie chez Bong Joon-ho. Bien au contraire, il nous montre l'équipe de scientifiques comme des sortes de bras cassés, ils se prennent les pieds dans les fils, ils conduisent mal les expériences, ils sont très nonchalants, voilà, ce sont des êtres humains faillibles et pas du tout des espèces de divinités prométhéennes comme ça qui jouent avec les limites de la vie humaine. Et il y a une façon très satirique d'aborder la chose qui est plantée dès le début. Je dis orifice parce que le film joue beaucoup avec ce motif de l'orifice, hein. Il y a bien sûr l'imprimante dont le corps humain sort, il y a cette espèce de trou dans lequel on jette les corps. Tout ça est un circuit assez répugnant de récupération déchets, matière quasi fécale, hein. C'est presque un vaisseau qui est fait d'anus comme ça, dont sortent comme ça les corps à répétition. Voilà, psychanalytiquement, il y a un truc intéressant dans ce motif que travaille Bong Joon-ho. C'est presque une sorte de défécation du corps qui est presque fait à partir de ces déchets toujours remobilisés. Mais il y a évidemment derrière ça une métaphore politique, ce corps dont on peut disposer à l'infini, qui est là pour faire les plus basses tâches sur le vaisseau, qui est pris dans un contrat tout à fait à son désavantage. Bien c'est presque le corps du prolétariat en quelque sorte, hein, ou du lumpen prolétariat pour être plus précis. C'est-à-dire cette plus basse couche sociale dont on peut disposer à l'envie, qui est exploitable sur des horaires totalement extensibles et dont la vie ne vaut rien. Voilà, la vie ne vaut rien puisque, en quelque sorte, l'expérience majoritaire, celle dont on se sert à travers lui, c'est de le faire mourir. On le fait mourir pour apprendre des choses, pour tester, pour faire des erreurs en quelque sorte, hein. C'est à la connaissance, le savoir de cette société technologique n'est lié qu'aux erreurs de ce corps qu'on pousse à chaque fois à la mort pour en tirer des informations en quelque sorte, hein. Donc voilà, c'est un corps qui par sa mort donne des informations à ce vaisseau voilà, qui part coloniser une autre planète. Donc il y a évidemment dans cet individu duplicable,
disponible et remodelable à l'infini, une image, une idée comme ça qui est celle plus large, oui, d'une sorte de prolétariat mondial en quelque sorte, de main d'œuvre à la fois bon marché et entièrement disponible, qui pour les instances scientifiques, dirigeantes et supérieures ne signifie rien, n'a aucune valeur. C'est une vie qui n'a aucune valeur sinon celle d'être exploitée jusqu'à plus soif. Voilà, donc derrière ce principe de la mort conjurée, de la mort qu'on peut multiplier et qu'on déploie à partir d'elle-même, Bong Joon-ho, il n'est pas complètement inconséquent. Il en tire évidemment une vraie critique politique. Je dirais en plus que ce qu'il a aussi de très intelligent par rapport à ça, c'est qu'il n'en profite pas, en quelque sorte, pour faire disparaître le corps ou pour se débarrasser comme ça des limitations humaines qui lui permettraient, comme dans les films de super-héros, on va dire, de multiplier les capacités du héros, d'en faire une sorte de surhomme, surpuissant, etc. Parce que ces pauvres limitations humaines, qu'est-ce qu'elles embêtent la fiction? Franchement, on ferait bien de s'en débarrasser pour avoir des super créatures très fortes, etc. Bon, bah, ça, c'est ce que fait le grand spectacle hollywoodien. Mais Bong Joon-ho, il ne fait pas ça. Il profite de ce principe de la mort multipliée sur elle-même pour réinjecter du corps, de la corporalité, de la présence du corps, des accidents du corps, justement, dans le film. La première fois où on duplique le pauvre Mickey, qui est joué très bien par Robert Pattinson, dans un registre délibérément bouffon, grotesque, appuyé volontairement pour appuyer la satire, bien sûr. Bon, on lui éclate un bouton sur la tête, voilà. Après, il aura un tube dans les fesses, etc. Il y a une espèce de trivialité du corps qui résiste à cet empire technologique, à cette emprise technologique qui est là intégralement, qui pèse de tout son poids et de toutes ses erreurs sur ces pauvres créatures humaines. Et donc le corps est là quand même, il a des défauts, il a en jaillissent des substances, ça résiste, c'est pas propre, etc. Et ça, Bong Joon-ho est très fort pour multiplier toutes les occasions de montrer du sang, du vomi, toute cette matière résiduelle, cet excès de substances qui fait que le corps humain n'est pas totalement réductible à la technologie. Il y aura toujours quelque chose d'un peu ridicule, d'un peu gras, d'un peu sale qui sortira et qui fait peut-être, c'est peut-être de ce résidu-là qu'on tire notre humanité. Voilà, ça c'est une position très matérialiste, mais je soupçonne Bong Joon-ho, notamment à travers ce film, d'être un vrai libertaire, quelqu'un qui n'hésite pas à montrer ça, à montrer tout l'empire de la faillibilité humaine. À quel point cet humain qui se gonfle de technologie, qui prétend monter dans un vaisseau, lancer une expédition pour coloniser une planète, etc., fort de cette surpuissance, n'est en fait qu'un pauvre pantin très faillible, très maladroit, qui rate beaucoup de choses. Et c'est pas pour rien que le personnage de l'idiot est souvent présent dans les films de Bong Joon-ho, souvent un héros, mais je dirais idiot, pas au sens péjoratif, mais l'idiot dostoïevskien, quoi. Ici, on a affaire à une sorte d'idiot à travers le Mickey numéro 17, le héros Robert Pattinson, joué par Pattinson, qui pâtit d'un tel sentiment de culpabilité qu'il est trop naïf, qu'il se laisse toujours faire, qui essaie toujours d'être qui est trop gentil, quoi, trop bon, trop con, comme on dit, et qui évidemment est toujours à la merci des autres. Alors ça, c'est une chose, et puis évidemment il y a la métaphore politique, elle est plus large. On voit bien que le personnage joué par Mark Ruffalo, qui je sais plus comment il s'appelle, Kenneth, je sais plus comment,
joue le leader de cette expédition. C'est typiquement un leader populiste à la Trump, quoi. Alors là, je pense que la caricature, elle est assez nette, assez frappante. En tout cas, c'est voilà, dans ce personnage se joue quelque chose d'assez ancien dans la fiction hollywoodienne. C'est un personnage typiquement américain d'homme politique qui aurait à voir aussi avec l'homme de foire, c'est-à-dire de politicien qui est aussi un battleur, quelqu'un qui est toujours en train d'être filmé, qui est toujours en train de produire une image en quelque sorte pour cacher ses mensonges, qui a toujours une armée de communicants, quelqu'un qui est en train de le filmer. Toujours, je disais, homme politique, homme de foire et en même temps prêcheur aussi. Il y a cette dimension religieuse qui se mêle au personnage et qui, voilà, est assez explicite. Bon, le film, je vous disais, il a été tourné 2 ans avant, il y a à peu près 2 ans, quoi. Donc avant la 2e élection de Donald Trump, et c'est assez saisissant. On peut trouver la caricature grossière, hein, on peut bien sûr, en tout cas il y va fort et le trait est assez vif, mais il arrive à capter quand même des images qui, moi je trouve tout à fait saisissantes, notamment quand Ruffalo se fait tirer dessus par Mickey 18 et que la balle lui effleure la joue. Ça rappelle typiquement ce moment où Trump, dans un congrès, quand il parlait à la tribune, s'est fait tirer dessus lui aussi. Ça a totalement divinisé son image et sans doute boosté sa campagne. Le film a pressenti ça. Ça a été tourné bien sûr avant cet événement, mais c'est une espèce de cristallisation comme ça de l'actualité, une prédiction de l'actualité en quelque sorte qui est assez frappante et qui est autorisée par l'anticipation, quoi, le genre de l'anticipation. Donc une mission qui est une mission coloniale en quelque sorte, hein. Il s'agit pas seulement d'aller conquérir, d'aller conquérir et coloniser une planète, puisque cette planète elle est déjà habitée par une espèce autochtone et que tout l'enjeu ce sera de se rendre compte que cette espèce n'est pas agressive, bien au contraire, mais elle sera présentée comme telle par les autorités, puisque le narratif de conquête doit être fixé pour assumer la prédation que se préparent à faire les humains sur cette planète. C'est là qu'à mon sens, le film entre peut-être dans une deuxième partie un peu plus problématique. Je trouve que toute la mise en place est vraiment très forte, que Bong Joon-ho joue très bien avec les registres, l'humour, le tragique, avec toute une gamme de dramatiques très ample. Il utilise de la voix off, il a une façon de remonter dans le passé pour aller puiser les origines comme ça de la présence de Mickey sur ce vaisseau, notamment les mauvaises affaires, les dettes, etc., des affaires avec la mafia terrestre en quelque sorte, et voilà, il y a une vraie souplesse du film, toute la mise en place est très forte. L'idée du double qui intervient à un moment, puisqu'il y a Mickey 17 et Mickey 18, est une vraie réflexion philosophique sur ce que c'est que la duplication humaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un clone? Est-ce que c'est exactement la même personne ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut dire que est-ce que l'humain est réductible à des données, ou est-ce qu'il y a quand même une petite différence qui se crée malgré tout dans toute copie? Ce qu'avait déjà montré l'expérience purement biologique des jumeaux monozygotes, hein, par ailleurs. C'est-à-dire qu'un même code génétique, ça fait pas du tout la même personne, ça fait 2 personnes différentes. Et l'arrivée du double de Mickey 18 montre que, ils partagent pas du tout le même caractère, ils ont pas la même vision du monde, ils ont beau avoir les mêmes souvenirs et le même système de données derrière eux, ce sont 2 personnes différentes. Et là, Mickey 17, face à Mickey 18, fait l'expérience non pas du double, mais de cette différence irréductible qu'il y aura toujours entre 2 personnes, même identiques. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et puis, moi je dirais que le film perd un petit peu quelque chose dans sa 3e partie, puisque là intervient le moment où, qui est un peu un passage obligé de tout film à grand spectacle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que ça se termine sur une grande scène spectaculaire avec des effets spéciaux. Et on sent bien que Bong Joon-ho est un peu obligé de sacrifier à ça.
Le film a été très, on l'a dit, acide, mordant, délibérément caricatural, attaquant dans le grotesque, voilà ce que pouvait être la politique américaine, des projets à la Elon Musk, le transhumanisme, etc. Il manipule tout ça. Et puis, il faut qu'il se termine de manière positive. Voilà, il y a une sorte à la fin de réforme de cette petite société. On se débarrasse des deux leaders un peu tyranniques, et puis quelque part, on peut se recomposer en société un peu plus égalitaire, partager un territoire avec cette espèce autochtone, etc. Il y a une sorte de positivité à la fin qu'on sent peut-être un peu plaquée, un peu rapidement. Placé à la fin du film, sans doute pour satisfaire le studio. On imagine que Bong était un peu plus à une nature un peu plus pessimiste que ça. Et surtout, moi je dirais qu'il y a, comment dire, à toutes ces strates qu'on a quand même posées jusque-là, s'en ajoute une qui serait la strate animaliste, la lecture écologique, bien sûr. Alors, on peut y voir la métaphore de l'entreprise occidentale, coloniale, derrière tout ça, et considérer que les animaux sont une métaphore d'une société voilà, étrangère qu'il s'agirait d'envahir, de coloniser. Mais quand même, c'est-à-dire, il y a quelque chose sans doute d'un peu naïf dans le fait de projeter sur la nature ou sur l'écosystème naturel de cette planète une sorte de société idéale en quelque sorte, hein, ces espèces de créatures qui sont des cloportes géants, je ne sais pas trop comment les définir, avec des sortes de bouches tentaculaires. Voilà, ce serait une sorte de société idéale, pas du tout traversée par des affects prédateurs ou absolument pas. Il y a sans doute quelque chose d'un peu naïf dans l'approche qu'a Bong Joon-ho ici de la nature, ou dans l'image qu'il renvoie de la nature, où il n'y aurait pas d'espèces invasives, où il n'y aurait pas de prédation entre espèces, mais simplement une sorte de société idéale qui serait formée par ces animaux. Bon, là, on est tenté de voir quand même une sorte un petit peu de simplification par rapport à ce qu'il avait posé au départ. Moi, je trouve, hein, après, voilà, ça peut être la base d'une discussion, on sera peut-être pas forcément d'accord, mais pour moi, c'est peut-être la part la plus naïve du film, ou la plus schématique, on va dire, hein, où l'humanité serait amenée à se ressourcer auprès de cette... ce matriarcat exemplaire où c'est une sorte de grande mère qui règne sur ses enfants, ou qui les organise autour d'elle. Bon, voilà, moi je trouve que c'est un petit peu schématique et que c'est la limite du film. Mais je suis très bavard, je pourrais continuer longtemps, donc je pense que c'est le moment de... Oui. Ouais, justement, j'ai un micro, donc je vais le faire circuler, bien sûr, mais je voulais enchaîner directement sur ce que tu disais, parce que c'est hyper intéressant sur ce final où justement on prépare quand même une espèce de grande confrontation qui est en général le moment habituel de blockbuster. C'est la grosse bataille finale avec d'énormes destructions, etc. Et de ce point de vue-là, on peut dire que oui, il y a une naïveté. Je suis assez d'accord avec toi sur cette considération, vision animaliste, comme tu dis. Mais en même temps, c'est vrai que dans le système de production hollywoodien, il y a quand même quelque chose de subversif, parce que finalement, au final, il y a pas de bataille, quoi. Du coup, le truc est annulé et c'est résolu autrement. Mais ça, je trouvais ça assez beau comme geste, même si ça n'empêche pas que il y a ce que tu dis aussi derrière. Et juste en fait, juste dire aussi que, pour moi, une des grosses références dans le domaine de la science-fiction satirique, c'est quand même Starship Troopers. Et par rapport aux animaux, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est l'opposé absolu. Je sais pas ce que tu... Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est vrai, tu as tout à fait raison, Jean-Paul, et merci de le ramener, parce que des fois j'oublie des choses, mais c'est vrai qu'il y a Starship Troopers était un exemple formidable. C'est un des grands prédécesseurs du film.
C'est un film de Paul Verhoeven, je crois, qui date de 1997, peut-être, oui, 97, qui, pareil, montrait une expédition d'un vaisseau spatial des humains sur une autre planète où là ils rencontraient une espèce tout à fait agressive d'énormes araignées, quoi. Je sais plus exactement comment elles étaient dessinées, mais voilà, c'est des grosses araignées auxquelles voilà, ces hordes humaines, ces nouveaux arrivants humains s'affrontaient. Mais l'opération de Verhoeven, elle était formidable et à la fois très subversive, puisqu'il faisait mine de tourner un blockbuster guerrier, militarisé, etc., à travers lequel il insufflait une esthétique quasiment nazie, quoi, hein, et en montrant voilà, ces héros bodybuildés, ce culte viriliste des armes, etc. Il dressait une sorte de... C'était carrément à double tranchant. Enfin, il y avait l'image du film qui répondait au code du grand spectacle de l'époque, et puis ces codes étaient complètement piratés de l'intérieur par Verhoeven qui poussait vraiment jusqu'au bout cette esthétique guerrière en remontant à ses origines nazies, quoi, ou en tout cas en mobilisant une imagerie totalitariste. Donc c'est vrai que Verhoeven, en tout cas dans Starship Troopers, n'avait pas besoin d'aller vers une fin positive ou ou d'adoucir un petit peu la courbe du film en cours de route. Je pense que c'est une époque où 97, où le film était à la fois beaucoup plus pirate, hein, beaucoup plus retors dans son principe, et en même temps il allait un peu plus loin. C'était vraiment une façon de pirater le système hollywoodien. Alors que là, Bong Joon-ho, on sent qu'il marche un peu sur des œufs. On est quasiment 30 ans plus tard, et Hollywood, depuis le temps, a bien intégré que quelque part la contestation, la subversion, c'était aussi quelque chose qu'on pouvait mettre en scène, et la critique du capitalisme, c'est aussi quelque chose que Hollywood a intégré, a fini par, je dirais même par, on a pris conscience et a intégré ça dans le grand spectacle en quelque sorte, parce que, elle sait qu'il y a des tendances, des modes et même des générations aussi chez lesquelles ça parle plus. Et donc, aujourd'hui, on se demande à quel niveau est la subversion. Est-ce qu'elle est dans le système de représentation, dans le récit, on ne sait pas. Quelle est la marge de manœuvre d'un cinéaste comme Bong Joon-ho face à la Warner? Bon, visiblement, d'après ce qu'on a eu comme écho de ce film, Mickey 17, ça a été très conflictuel, très compliqué, très difficile. Mais on se demande jusqu'à quel degré le studio n'est pas aussi quelque part co-responsable de cette critique d'un système général qui est aussi une forme d'esthétisation de celui-ci. C'est beaucoup plus ambigu aujourd'hui, alors que avec Verhoeven, c'était peut-être plus tranchant. Voilà. D'abord, merci beaucoup pour votre exposé. En regardant le film, j'ai pensé beaucoup à le sentiment que j'ai eu quand j'ai regardé ce qui s'est passé le jour où les présidents actuels des États-Unis entraient au Congrès. Moi, sincèrement, ça m'a marqué, parce qu'à l'université, on a étudié que l'Amérique, c'était la démocratie, la presse était libre, etc. Et maintenant, même la presse qui était le motif, qui était responsable de la chute de Nixon, parce qu'ils avaient des preuves. Or, le Washington Post, actuellement, il y a beaucoup de journalistes qui le quittaient. Et puis en même temps, Trump, il a réuni, quand il était la première fois, il a réuni les militaires, et tout de suite, il leur a dit non, vos règles ne m'intéressent pas. Et même au sein du Congrès, les députés de son parti se cachaient pour ne pas mourir. Il a fallu que sa fille ou quelqu'un de sa famille le raisonne. Et malgré ça, il est réélu. Pourquoi? Il est réélu parce que les gens qui lisaient la presse anglaise n'étaient pas surpris.
Le Washington Post n'était pas surpris parce que la base du parti de l'ex-président des démocrates n'ont pas voté pour leur propre candidat. Et sincèrement, pour moi, ce qu'il dit, tout est possible. Tout est possible. Une fois, j'ai décidé de l'écouter en anglais, sans traduction. Je vous assure qu'il me fait rappeler le fascisme. Dans un meeting, il disait n'importe quoi, les gens applaudissaient, n'importe quoi. Peut-être s'il disait aux gens, je vous êtes des imbéciles, ils auraient applaudi. Vraiment, je ne comprends plus rien. Donc, je pense que ce qui s'est passé en Amérique l'a un peu marqué, je crois. Ah ben oui, moi c'est ce que je trouve vraiment passionnant dans le film, c'est comment il est travaillé par le contemporain, enfin, l'actualité, comment il arrive à prendre tout ça, à prendre ce qui se passe, ce qui arrive à l'Amérique, c'est-à-dire que l'Amérique est en voie de fascisation. Bon, je veux dire, c'est ce qui est en train de se passer, ou les effets du populisme politique aussi, qui sont désastreux. Les géants de la tech, de la Silicon Valley, qui commencent à prendre le pouvoir sur les États aussi. Je veux dire, l'association de Trump avec Elon Musk, c'est quand même la Silicon Valley qui se hisse au niveau du pouvoir. Le film prend ça et moi je le trouve inégal, le film. Je vous ai dit les raisons un petit peu, mais je le trouve passionnant quand même alors on sent qu'il est contraint, que ça a été difficile, que la production a été sans doute complexe et qu'il en reste quelque chose de cette difficulté, mais c'est quand même un agrégateur de visions, d'idées, de motifs politiques, etc., que je trouve, qui est très riche et très rempli. Et on parlait avant de Starship Troopers et les idées viennent petit à petit, mais bon, il y a vraiment la différence la plus manifeste entre le Hollywood d'il y a 30 ans et le Hollywood d'aujourd'hui, c'est qu'au moment de Starship Troopers en 97, Hollywood est un organe conservateur qui est très en accord avec la majorité américaine, la majorité politique américaine, qui sort des années 80-90, qui a été un moment de retour de bâton conservateur à Hollywood. Et faire Starship Trooper à ce moment-là, une espèce de critique à l'intérieur du système dans un blockbuster, c'était évidemment subversif parce que Hollywood était conservateur. Aujourd'hui, Hollywood, c'est un peu différent. 30 ans plus tard, le Hollywood est ouvertement démocrate. C'est un Hollywood qui a intégré toute la charte politique de ce qu'on appelle Diversity, Equality, Inclusion, DEI, etc., qui en a fait son porte-étendard en quelque sorte, et qui, au moment où Trump arrive au pouvoir, Hollywood est très décontenancé parce que c'est devenu un monde très libéral au sens de la gauche américaine en quelque sorte. Et donc on n'est plus du tout au même moment. Et ce qui fait que, et d'ailleurs, c'est marrant parce que juste après ce film, qui a été un échec en salle, Mickey 17, ça a été un échec aux États-Unis. En France, ça a un peu marché, mais pas plus que ça. Le film est globalement un échec. Il a été tourné avant l'arrivée de Trump au pouvoir. Il est sorti peu de temps après. Et dans la foulée de ce film, la Warner a communiqué pour dire maintenant, on se concentre sur les franchises et sur des films commercialement porteurs, parce que ce genre de blockbuster d'auteur, c'est fini. Donc, c'est pour dire à quel point le film est sur une charnière, vraiment en termes historiques. Je peux juste. Bien sûr. Est-ce que je peux me permettre de nuancer de mon point de vue, parce qu'il me semble quand même que ça fait longtemps que Hollywood, c'est que des franchises. Quand même, bien sûr, si c'est comme tu dis, la période sur une période, on va dire libérale, mais qui a même commencé peut-être sous Bush Junior en fait. Hein, mais non mais oui, par rapport à ça, en tout cas, il y a un effet de contretemps qui est assez intéressant, effectivement. Le film est sur une bascule. Oui, je disais libéral, pas au sens économique, mais au sens de Hollywood aujourd'hui. Au sens de la gauche américaine. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Plus. Mais bien sûr que
Hollywood a connu un parcours où de toute façon les studios ont été fondus dans des plus grosses multinationales, etc. Tout ce qui a été la part de création artistique a été beaucoup, voilà, ça a beaucoup changé en 30 ans, mais quand même, aujourd'hui, enfin, il subsiste encore une façon d'être un auteur à Hollywood qui est d'être un super auteur à la Christopher Nolan ou alors avec ce que fait le studio A24 par exemple, qui est un peu la tête, voilà, la figure de proue de l'indépendance américaine avec des gros projets un peu audacieux. La Warner, il cherchait un petit peu un positionnement là-dedans, parce que Warner, elle est détentrice de franchises comme DC Comics, les héros DC Comics, etc. Mais évidemment, ils étaient sur une bascule aussi à pas savoir trop comment faire, à avoir quand même une tradition aussi assez riche à la Warner. Ils ont eu des grands cinéastes, ils ont eu Stanley Kubrick, ils ont les Batman, etc. Et là, on sent que après ce film, c'est pas Mickey 17 qui est le seul responsable, mais ils ont pris beaucoup de risques dernièrement, et notamment sur. Il y a eu le Joker 2, là, comment ça s'appelle, Folia 2, qui était le deuxième épisode du Joker. Le premier avait été un énorme succès. Le deuxième est un four monumental. Et après être refroidi par ce genre d'aventure, la Warner est en train de se repositionner. Voilà. Pour ce qui était des super-héros, ils jouaient un peu sur un créneau plus adulte, on va dire. Et là, après Mickey 17, après ces tentatives-là, ils ont toujours eu une petite part comme ça de prise de risque. Ils ont tenté quand même des choses, et avec Mickey 17, c'était évidemment une de ces tentatives. Et là, on sent que oui, ils se repositionnent et ils vont fermer un peu les. Voilà. Donc tout ça pour dire que le film est vraiment sur un moment de bascule, un moment de charnière. Oui, moi c'est sur un autre point de vue. J'ai plus vu le film sur un questionnement sur la mort et surtout le moment de passage dans la mort, parce que à plusieurs reprises, et on n'a jamais la réponse vraiment à la question, c'est qu'est-ce que ça fait de mourir, on lui pose la question. On a l'impression, alors ce que je me dis, c'est que quand on a une technologie comme ça, on pense à la vie éternelle. On a une envie, quand on peut reproduire le corps, d'aller dans le grand mythe de la vie éternelle, et pas du tout. Finalement, on va en faire un outil de ce corps. Et je trouvais que c'était une très très bonne idée de ne pas aller justement dans le gigantisme, alors qu'on a quand même un méchant avec des idées un petit peu. Et même le créateur, qui était un taré, a priori, un savant fou, qui, au lieu d'avoir la vie éternelle, en profite pour aller tuer et puis se dupliquer et se tripliquer aussi. Donc on va plutôt en faire un outil, et je trouve ça assez astucieux de ne pas aller sur le registre de la vie éternelle. Et a priori aussi, même, on va dire, il y a les grands qui utilisent le corps comme outil, et les plus bas dans l'échelle qui utilisent cet outil pour savoir qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, puisque finalement tous ceux qui sont à son niveau, les ouvriers, etc., ce qui les fascine, c'est savoir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait de mourir. Le seule petite réponse qu'on a, c'est pas agréable, enfin il a jamais aimé, mais on sait pas finalement pourquoi, et à un moment il dit c'est douloureux pour le gaz. Mais finalement, c'est jamais ce qui se passe au moment de la mort, alors que c'est quand même l'humanité se pose la question depuis la nuit des temps à ce niveau-là. Donc c'est intéressant. Ouais. Juste dire quand même que moi, il y a un truc qui est, au niveau du scénario qui me fait un petit peu tiquer. Bon, c'est pas très grave, mais concrètement, je comprends pas comment il pourrait avoir un souvenir de sa mort, puisque on est censé enregistrer, en fait, sauvegarder son esprit, son âme, etc., sur une espèce de grosse brique, mais ils peuvent pas le faire après, après sa mort. Donc, en toute logique, il ne peut pas se souvenir de sa mort. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. C'est peut-être pour ça qu'il répond pas, je sais pas. Mais bon, après, je me dis peut-être que ça fait partie aussi d'une impasse du scénario qu'il faut peut-être pas trop prendre en compte non plus, je sais pas. Oui, il y a sans doute. De toute façon, si on creuse le principe, on devrait trouver une foule d'incohérences. Je pense que c'est une convention de fiction. Mais oui, en effet, en tout cas, comme vous le disiez, c'est le rêve prométhéen de la technologie et du
du progrès scientifique, ça a toujours été de faire reculer et jusqu'à un certain point. Bon, de fait, la mortalité humaine a reculé suite au progrès scientifique. Hein. Je veux dire, on meurt, l'espérance de vie aujourd'hui, elle a été quand même sacrément étendue. Mais voilà, c'est ce que le film dénonce, c'est en effet cette illusion prométhéenne que la technologie pourrait nous offrir la vie éternelle, etc. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est aussi la dimension d'exploitation de la technologie. Et voilà, ce que ça recouvre, évidemment. Et comme vous le citiez, c'est intéressant, j'en avais pas parlé, mais en effet, l'inventeur de cette technologie est un psychopathe complètement dingue qui s'est dupliqué lui-même pour aller commettre des meurtres. Oui, ça c'est assez marrant aussi dans le film. Oui, aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, au-delà de l'histoire, c'est que je trouve que tous les comédiens, on a l'impression qu'ils ont pris un réel plaisir à jouer le rôle, chacun dans son registre. On sent quand même le plaisir. Toni Collette, elle en fait des tas. Mais on a l'impression que ça leur fait vraiment plaisir de jouer chacun leur rôle. Hein, et c'est très agréable quand même dans le film. Je suis d'accord avec ça. C'est ce que j'aime bien aussi dans le film. C'est quelque chose qui n'est pas tellement dans l'air du temps en plus. On est plutôt aujourd'hui à se dire faut que ce soit un jeu mesuré, subtil, etc. Et rares sont les films qui prennent le parti de pousser le jeu, d'aller dans l'excès, dans le grotesque, dans un surjeu comme ça, très expressif. Et là, il le fait. Pattinson, il est très bon. Il est très bon, il y va, il joue l'idiot total. L'idiot, encore une fois, au sens non péjoratif, mais le benet, quoi. Il y va et il se met dans des postures, quand même. C'est pas glorieux pour lui, comédien, et il y va avec une franchise très étonnante. J'aime beaucoup Marc Ruffalo, il s'en donne à cœur joie. Toni Collette aussi. Et puis il y a l'actrice française, Anna Maria Bartolomei, qui joue Kay, c'est la responsable de la sécurité sur le vaisseau, et qui elle est très bien aussi. Elle a une espèce de beauté froide, comme ça, presque robotique. Et évidemment, Bong joue là-dessus. Il a repéré ça. Et je fais juste un petit crochet parce que les choses me viennent toujours par rapport à tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est aussi que ça fait bien longtemps que la dystopie, voilà, c'est une fable dystopique. On est dans l'envers de l'utopie. Hein. C'est un futur catastrophique qu'on imagine. Dans les années 70, la dystopie, elle avait une évidente charge subversive, et ça fait bien longtemps qu'Hollywood a récupéré la dystopie comme argument commercial, en fait. Donc même la dystopie qui était dans les années 60-70, une critique du capitalisme, de la prédation des sociétés humaines occidentales, etc., ça a pu devenir avec les années un argument commercial aussi, parce que aujourd'hui il y en a plein des dystopies. Typiquement Blade Runner, le remake, etc. Oui, complètement inconséquent politiquement, quoi. Ouais. Donc, c'est pour dire aussi à quel point ce qui a pu être une forme subversive à un moment, Hollywood le récupère, Hollywood digère tout et en fait les recycle et en refait autre chose. C'est pour ça que ce film est assez ambigu. On se demande entre le studio, entre Bong Joon-ho, sur quoi ils étaient d'accord, ou quel est le niveau de la critique. C'est plus complexe. On sait que c'est plus clair avec Paul Verhoeven et Starship Troopers à quel point c'était un pirate dans le système. Là, à mon avis, Bong Joon-ho, il marche plus sur des œufs. Ça doit être plus compliqué aujourd'hui, parce que justement, ça fait bien longtemps qu'Hollywood a redigéré la dystopie. Bon, je vous en prie. Hein, merci Mathieu. Merci à vous. On se retrouve alors au tout début juin, je crois que c'est peut-être le premier, pour que tu nous présentes donc le dernier film de David Cronenberg, Les Linceuls. Ah mais oui, voilà. C'est ça. Oui, ça m'échappait. Mais oui, c'est le dernier film de David Cronenberg. Oui. Là encore une fois, une affaire de technologie et de romantisme. Un grand film qui s'appelle Les Linceuls. David Cronenberg, qui a été le cybernéticien du Hollywood des années 80 et 90, qui a
voilà, observer comment le corps humain était modifié par la technologie, et puis les affects aussi humains par la même occasion, et qui là nous livre une réflexion à la fois sur ce qu'on est aujourd'hui et en même temps qui part du deuil de sa femme, de la disparition de sa femme. Et il va explorer cette dimension du deuil par un argument technologique que je vous invite à venir découvrir la prochaine fois, parce que c'est un film vraiment très étonnant.